Alors, dans cet exercice, on va s'intéresser à la fonction un peu horrible là qu'on nous donne. Donc, c'est une fonction qui est définie par x3 plus x2y fois y-1 plus xy2 moins y3 sur x2 plus y2, sauf en 0 évidemment, puisqu'en 0, cette fonction-là n'est pas définie. Donc en 0, on va prendre la valeur 0. Et il faut qu'on étudie sa différenciabilité. Alors, sa différenciabilité, qu'est-ce que c'est? On sait que, par définition, la fonction f, hop là, avec peut-être un peu moins gros crayon, f est différenciable, un peu plus gros, différenciable en x0, y0, si et seulement si, c'est la définition de la différenciabilité. Toc. Qu'est-ce que ça veut dire être différenciable en un point? Il faut qu'il existe un vecteur A dans R2, du coup, puisqu'ici on travaille dans R2, tel que le quotient suivant. Donc, f de x0 y0 plus h, où h, ça va être un autre vecteur de R2, proche de 0, donc on va le faire tendre vers 0. Et que si on fait f de x0, y0 plus h, moins f de x0, y0, moins le produit scalaire de A, j'ai pas mis de flèche donc je vais continuer, donc produit scalaire de A avec h, le tout divisé par la norme de h, il faut que ça tende vers 0 quand h tend vers 0, tend vers le vecteur nul 0, 0. H, n'oublions pas, cette fois c'est pas un réel, c'est un vecteur. Et en fait, dans ce cas-là, oula, pardon, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans ce cas-là, en fait, le vecteur A, il sort pas complètement de nulle part. Dans ce cas-là, le vecteur A, c'est le gradient de f au point x0, y0. Et vous vous rappelez, le gradient, nabla f de x0, y0, c'est le vecteur qui contient les dérivées partielles df sur dx de x0, y0, df sur dy de x0, y0. Alors, du coup, en particulier, si f est différenciable, bah f va avoir des dérivées partielles du coup, parce que sinon le vecteur A, ça pourrait pas être le gradient de f, parce que si f n'avait pas de dérivée partielle, il n'y aurait pas de gradient. Donc attention, ça marche pas dans l'autre sens, mais si f est différenciable, alors f admet des dérivées partielles. En ce point-là, en tout cas. Les autres points, on sait pas. D'accord? Donc, bah, c'est ça qu'il faut qu'on vérifie du coup pour cette fonction-là. Il faut qu'on regarde si cette fonction vérifie que ce quotient-là, là, f de x0, y0, donc en 0, 0, il faut qu'on vérifie que f de 0, 0 plus h, moins f de 0, moins produit scalaire de a avec h
divisé par norme de h, il faut qu'il y ait un vecteur a tel que tout ça, ça tende vers 0. Et d'un autre côté, si ce a il existe, ce sera forcément le gradient. Et si f n'a pas de dérivée partielle, s'il n'y a pas de gradient, bah dans ce cas-là, f ne sera pas différentiable. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par voir si f admet des dérivées partielles en 0, 0. Et si oui, si elle n'en a pas, s'il y a une des limites des taux d'accroissement par rapport à x ou à y qui n'existe pas, bah, il n'y a pas de dérivée partielle, et s'il n'y a pas de dérivée partielle, elle n'est pas dérivable, et si elle n'est pas dérivable, alors elle n'est pas différentiable, d'après ce point ici, là. Et si jamais il y a des dérivées partielles, dans ce cas-là, on pourra prendre le gradient de f, on fera f de x0, y0 plus f de 0, 0 du coup plus h, moins f de 0, 0, moins gradient de f produit scalaire h, divisé par norme de h. Ça va être moche, mais on va y arriver. Et ça nous fera une fonction dont on n'aura plus qu'à vérifier qu'elle tend vers 0 quand h tend vers 0, 0. Si c'est le cas, f sera différenciable, et si ce n'est pas le cas, f ne sera pas différentiable. Donc c'est ça le plan. Hop là, pourquoi ça fait ça? Je suis désolée, je ne comprends pas ce que mon logiciel a cette fois. Ok, alors, allons-y. Donc étape 1, dérivée partielle de f. Au point 0, 0. Alors, pour savoir si df sur dx de 0, 0, ça existe, il faut qu'on fasse le taux d'accroissement de la fonction f de xy, f de x0, avec y fixé égal à 0, en 0, et qu'on voit s'il y a une limite quand h tend vers 0. Donc, en d'autres termes, ce qu'on va calculer, donc, on prend un réel non nul, et on calcule le taux d'accroissement de la fonction f de x0 en 0. C'est donc f de 0 plus h, 0, y il est fixé égal à 0, moins f de 0, 0, le tout sur h. Alors f de 0, 0, par définition, ça fait 0. F de 0 plus h, 0, bah, ça fait f de h, 0, sur h. Alors, qu'est-ce que ça donne? F de h0, ça va nous donner h au cube plus... Alors là, il va y avoir 0, donc ça va faire 0, là aussi et là aussi. Donc il reste h au cube. Et au numérateur, on va avoir h au carré plus 0 au carré. Donc il n'y a plus qu'à. F de h0 sur h, ça va nous faire du h au cube sur h au carré. Et on divise par h. Donc ça nous fait h au cube sur h au cube, qui fait 1. Et donc, bah, quand h tend vers 0, il y a bien une limite qui est 1. Du coup, f admet une dérivée partielle par rapport à x en 0, 0. Et cette dérivée partielle, elle vaut 1. Hop là, c'est le premier résultat. Plus qu'à faire pareil avec y. Donc ça, c'est notre premier taux d'accroissement. Maintenant, on calcule le deuxième. C'est donc le taux d'accroissement de la fonction f de 0y. On fixe x égale 0 et on garde la fonction f de 0y. Et on la dérive en 0. Et pour ça, du coup, on fait le taux d'accroissement f de 0, 0 plus h, moins f de 0, 0, le tout divisé par h. Alors, f de 0, 0 plus h, ça fait f de 0h. f de 0, 0, il n'a pas changé d'avis, il fait 0. Et on divise par h. Ok? Alors, f de 0h. Donc le premier terme, il n'y a que 0, ça n'existe pas. 0 au carré fois un truc, ça fait 0. 0 fois un truc, ça fait 0. Et il nous reste le dernier terme, qui va nous donner, hop là, pardon, du h au cube. Juste enlever mes oui, voilà. Donc il nous reste moins h au cube ici, et tous les autres termes, quand x est fixé égal à 0, ils vont disparaître. Et au dénominateur, on a 0 au carré plus h au carré. Ah, c'est pas vrai.
Il ne veut pas juste arrêter de faire ça. Donc f de 0h sur h, ça fait cette fois moins h au cube sur h au carré, le tout sur h, donc moins h au cube sur h au cube, qui fait à peu près moins 1, je crois. Et ça, quand h tend vers 0, quand h tend vers 0, ça tend vers moins 1. Ça bouge pas. Donc, df sur dy de 0, 0, ça existe, et ça fait moins 1. Alors, à ce stade, on a montré que la fonction f était dérivable en 0, 0, mais ça suffit pas pour qu'elle soit différenciable. Pour qu'elle soit différenciable, il faut aussi qu'on calcule cette limite-là, enfin ce quotient, pour un vecteur h cette fois, plus pour un réel, mais pour un vecteur h, et qu'on vérifie que ça tend vers 0 quand h tend vers le vecteur nul. Alors allons-y, comment on fait ça? Donc c'est l'étape 2. C'est la différenciabilité proprement dite. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que le gradient de f en 0, 0, qui est la seule possibilité pour notre vecteur a, là, dans la définition de la différenciabilité, c'est le vecteur qui contient les dérivées partielles qu'on vient juste d'obtenir en 0, 0. Et les dérivées partielles qu'on vient d'obtenir, c'est 1, moins 1. Du coup, le calcul qu'on va faire, c'est pour un vecteur non nul de R2, on va calculer le quotient de la définition. Donc ça nous fait f de 0, 0 plus h1, h2. Oula, il est très moche, h1, h2. On va le refaire. Plus h1, h2. Toc. Moins f de 0, 0. Moins le gradient de f de 0, 0 produit scalaire avec h. Le tout divisé par la norme de h. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous fait f de h1, h2. f de 0, 0, il fait 0, moins le produit scalaire du vecteur 1, moins 1 avec le vecteur h1, h2. Et tout ça, on va le diviser par la norme de h, c'est-à-dire par racine de h1 au carré plus h2 au carré. Fort bien. Alors, f de h1, h2, qu'est-ce que ça donne? f de h1, h2, ça nous fait, donc je vais vous laisser regarder la définition sur la feuille. Donc on a 1 sur racine de h1 carré plus h2 carré, que je vais mettre de côté parce que les autres expressions vont prendre de la place, fois f de h1, h2 moins ce produit scalaire. f de h1, h2, ça nous fait donc du h1 au cube moins h1 au carré, h2, h2 moins 1, plus h1, h2 carré, moins h2 au cube. Le tout divisé par h1 au carré, plus h2 au carré. Alors, il faut qu'on soustrait le produit scalaire de 1 moins 1 avec h1, h2, qui nous fait h1 moins h2. Et voilà, ça c'est f de h1, h2 moins f de 0, 0 moins gradient f de 0, 0 produit scalaire avec h, et on divise par la norme de h. Alors, il faut qu'on calcule ce truc-là, fois ce truc-là, et que ça tende vers 0. C'est un peu moche. Après, ce qu'on fait souvent, même quand c'est moche, pour déterminer des limites en 0, vous vous rappelez, c'est de passer en coordonnées polaires. Alors l'ennui, c'est que si là je fais ça, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Alors ce terme-là, il est un peu horrible, je ne sais pas ce qu'il va devenir.
Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai des h1 au cube et des h2 au cube en haut, des h1 au carré en bas. Donc en gros, si je passe en coordonnées polaires, on va avoir des r au cube fois plein de cosinus en haut et des r au carré en bas. Donc ça va faire r. Et après, là, on redivise par r. Donc ça n'a pas une tête à tendre vers 0. Et lui, c'est pareil. Hein, on va avoir r fois cosinus moins sinus. Et après, je redivise par r ici. Donc ça n'a pas une tête à tendre vers 0, tout ça. Alors, d'un autre côté, on a peut-être été un peu rapide ici. Ce qu'on pourrait faire là, c'est voir ce qui se passe si je simplifie cette expression. Alors, comment je vais simplifier ce qui est entre dans la grande parenthèse là? Bah déjà, on va mettre tout ça sur le même dénominateur. Courageusement. Ça nous fait racine de h1 carré plus h2 carré fois... Alors, il faut que je recopie tout ce bazar. Veuillez excuser la lenteur du procédé. C'est le moment de me mettre en x2 là. h2 moins 1 plus h1 h2 carré moins h2 au cube moins... Alors c'est parti, h1 moins h2 fois le dénominateur. Donc h1 fois h1 carré plus h2 carré. Moins par moins qui fait plus h2 fois h1 carré plus h2 carré. Tout ça divisé par h1 carré plus h2 carré. Je prends une minute pour admirer la droiteur de cette ligne sans aucune aide logicielle. Voilà, pardon. Ah ok, alors ça n'a pas une tête simple, mais on va voir quand même. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce terme-là, là, il va nous donner h1 au cube plus h1 h2 carré, avec un moins devant. Et lui, là, ça va nous faire h2 h1 carré plus h2 au cube. Alors ce qu'on peut observer, du coup, c'est que ici, on va avoir du coup un moins h1 au cube, qui va se simplifier avec lui. Donc des h1 au cube, il n'y en aura plus. Ensuite, on a un moins h1 h2 carré qui va tuer lui. Donc toc, lui, il va mourir. Lui aussi, si je dis pas de bêtises. Là, on va avoir du plus h2 au cube qui va simplifier le moins h2 au cube là. Donc en fait, ça se simplifie pas si mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis désolée, Qu'est-ce qu'il me fait? Je ne sais pas où est parti mon logiciel. Voilà qui est fort fâcheux. Toc, reviens s'il te plaît. Alors apparemment, il m'a généré de nouveaux bureaux, ce qui est fort aimable à sa part, mais je n'en veux pas. Et je veux bien qu'on revienne ici. Voilà, merci. Veuillez excuser ce contretemps de nouveau. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Pardon. Donc quasiment tout le monde est mort, en fait. Tout le monde s'est simplifié. Il nous reste 1 sur racine de h1 carré plus h2 carré fois moins h1 carré h2 fois h2 moins 1 plus h2 h1 carré. Le tout sur h1 carré plus h2 carré. Mais c'est pas fini. Parce que là, du coup, on va pouvoir mettre le h1 carré h2 en facteur. En facteur de quoi? Du coup, ici, on a moins h2 plus 1. Qu'est-ce que je raconte? C'était un plus, là, en fait. Ah oui, j'ai essayé de faire un plus, mais ça va marcher.
Donc h1 carré, autant pour moi, c'est comme ceci. À h1 carré, h2, et donc il n'y a pas de carré sur le h2. Décidément, je suis vraiment navrée. Ça ne veut pas aujourd'hui. Voilà. H2 moins 1 plus 1, voilà, beaucoup mieux, parce que maintenant ça se simplifie. Le tout divisé par, alors là, en fait, j'ai h1 carré plus h2 carré puissance 1,5 fois h1 carré plus h2 carré puissance 1, donc ça me fait du h1 carré plus h2 carré puissance 3,5. Et donc, en fin de compte, tout mon taux d'accroissement, là, il devient égal à h1 carré h2 carré, du coup, puisqu'ici ça nous fait seulement h2, divisé par h1 carré plus h2 carré, le tout puissance 3,5. Alors, vers quoi ça tend ça quand h1, h2 tend vers 0, 0? Alors, pas de panique, c'est une fonction à deux variables, g de h1, h2. Faut qu'on étudie sa limite en 0, et pour ça, on a vu souvent que les coordonnées polaires, ça se passe pas trop mal. Donc, en coordonnées polaires, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que g de r cos θ, r sinus θ en valeur absolue. Alors ce serait bien qu'on puisse le majorer par quelque chose qui ne dépend que de r. On obtient r carré cos carré fois r carré sinus carré, donc ça nous fait du r puissance 4 cos carré θ sin carré θ, tout ça c'est positif, donc on peut se passer de la valeur absolue. Et au dénominateur, j'ai r carré cos carré θ plus r carré sinus carré θ, ce qui nous fait r carré. R carré à la puissance 3,5, ça fait r au cube. Donc en fin de compte, j'obtiens r cos carré θ sinus carré θ. Maintenant, cos carré θ, c'est compris entre 0 et 1. Sinus carré θ aussi. Donc, la valeur absolue de g en coordonnées polaires, je peux la majorer par tout simplement r. Donc on a réussi à majorer g de r cos θ, r sinus θ par une fonction phi de r qui tend vers 0 quand r tend vers 0+, vous vous rappelez, c'est ça la condition, pour que la limite en 0 soit 0. Donc la limite de g de h1, h2, quand h tend vers 0, 0, c'est bien 0. Et g de h1, h2, c'est le nom qu'on a donné à la forme simplifiée de f de 0, 0 plus h1, h2 moins f de 0, 0 moins gradient f en 0, 0, produit scalaire avec h, le tout sur norme de h. Et on vient d'obtenir que cette limite vaut 0. Et ça, c'est la définition, enfin c'est la condition, c'est même la définition, tout à fait, c'est la condition pour que f soit différenciable en 0, 0. F est donc différenciable en 0, 0. D'un autre côté, un truc que vous avez vu en cours, si je ne dis pas de bêtises, c'est que une fonction, elle est différenciable si et seulement si son graphe admet un plan tangent au point x0, y0. Donc, si je ne dis pas de bêtises, vous avez vu cette propriété, vous avez aussi vu l'équation du graphe tangent dans ce cas. Donc ici, on en déduit que le graphe de f en 0, 0 admet un plan tangent.
Et l'équation de ce plan tangent, donc normalement ça aussi c'est dans votre cours, si c'est pas dans votre cours, ignorez ce que je raconte. Mais l'équation du plan tangent, c'est z égale la dérivée partielle par rapport à x en 0, 0 fois x moins 0, plus la dérivée partielle par rapport à y en 0, 0 fois y moins 0, plus f de 0, 0. Et ce qu'on a obtenu, c'est que f de 0, 0, bah, ça fait 0. df sur dy de 0, 0, on a trouvé moins 1. Et df sur dx, on a trouvé 1. Donc ce serait le plan d'équation z égale x moins y. Remarquez que cette formule pour le plan tangent, elle ressemble vachement à la formule que vous connaissez pour la droite tangente au graphe d'une fonction, ce qui n'est pas un hasard évidemment. Alors, si on essayait d'aller observer ça. Si on essaye d'aller observer ça, voici le graphe de la fonction qu'on nous a donnée à étudier. Donc vous voyez ici, z égale x au cube plus x de y fois y moins 1 plus xy2 moins y au cube divisé par x2 plus y2 au carré. Ça nous fait cette jolie forme là. Toc. Alors ce qu'on a obtenu en premier, c'est les dérivées partielles. Regardez ici ce qui se passe si on fixe y égale 0 et qu'on regarde la fonction qu'on obtient. Voilà, ici y est fixé égal à 0. Et que je regarde la fonction f avec seulement x qui varie. Donc ça va me donner cette droite violette là. On verra mieux si j'enlève le joli chiffon rouge. Est-ce que cette fonction est dérivable en 0, 0 ? Oui, c'est ce qu'on a obtenu. Et là, effectivement, ça a dérivé à une tête à faire 1. Et c'est pour cela qu'on a trouvé que la première dérivée partielle df sur dx de 0, 0 fait 1. Évidemment, c'est la même chose si je fixe x égale 0. Donc x égale 0, ça nous donne ceci. Quand x égale 0, voilà, comme ça, la fonction qu'on obtient, f de 0y, voici son graphe, c'est la courbe en violet. À nouveau, on la verra mieux si j'enlève ça. Elle a effectivement l'air dérivable en 0, avec une pente, avec une tangente de moins 1. Donc il semblerait effectivement que cette fonction soit dérivable et que du coup df sur dy de 0, 0 nous donne moins 1 et c'est ce qu'on a obtenu. À nouveau, ça ne suffit pas pour que f soit différenciable. Il ne suffit pas d'avoir deux droites comme ça qui ont des tangentes. Toc. Ce qu'on a dit, c'est que df est différenciable s'il y a un plan tangent. Et là, si on regarde f au voisinage de 0, 0, est-ce qu'on a l'air de pouvoir mettre un plan tangent contre cette fonction ? Alors c'est peut-être pas super clair, mais ça ira mieux si on dessine le plan qu'on a obtenu. Le plan qu'on a obtenu, c'est le plan d'équation x moins y, il est un peu petit ici. Voilà. Donc voici le plan qu'on a obtenu, z égale x moins y, et on voit bien effectivement qu'il a l'air tangent à la surface rouge au point 0, 0. Si je rends les surfaces un peu transparentes, on verra mieux. Voilà, le plan bleu ici, c'est le plan z égale x moins y, qui est effectivement tangent au graphe de f au point 0, 0. Donc on retrouve la différenciabilité de la fonction. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à raconter sur cet exercice, qui est déjà pas mal. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.